le livre des Sith. Préface par Dark Sidious. J'ai accompli ce qu'aucun Sith n'avait jamais fait auparavant. J'ai anéanti les Jedi et renversé Coruscant. Je siège sur le trône d'un nouveau régime que rien ne peut arrêter. Je façonnerai l'Empire galactique selon ma propre vision. Les Sith ont rêvé de ce moment depuis que l'histoire est consignée. Je n'aurais pas pu obtenir cette victoire sans avancer avec le soutien de ceux qui m'ont précédé, exploiter les faiblesses des autres et l'arme des Sith. Depuis ma jeunesse sur Naboo, au sein de la noblesse, bien avant que je ne me joigne à Dark Plagueis et que je ne fasse mon apprentissage, j'ai commencé à recueillir les objets relatifs au côté obscur. Ces reproductions de tablettes Sith et de manuscrits runiques, intraduisibles, furent convoités et vendus au marché noir par des collectionneurs et des conservateurs de musées, déterminés à braver les interdits de la République portant sur les créations des Sith. L'existence même de ce commerce illicite confirme plusieurs vérités essentielles. Les chefs cherchent à contrôler l'information, les puissants feront l'impossible pour accumuler des pouvoirs. Et si quelque chose est interdit, c'est sans doute quelque chose qu'il est bon de savoir. Obtenir ces objets en outrepassant la loi et les faire parvenir dans mes quartiers à Naboo fut la source de nouvelles leçons. Les vrais cerveaux vivent dans l'ombre. Tout peut s'acheter, y compris l'intangible, comme les droits d'accès et le silence. Il faut avoir recours au mensonge pour parvenir à quoi que ce soit de valeur. Et un menteur doué est pratiquement impossible à démasquer. En prenant possession de ces textes, j'ai acquis une expérience pratique de la manière dont les trésors et les secrets changent de main. Mais j'ai aussi compris que les individus, sensibles aux effets de l'absence de la force, jouent dans le bon fonctionnement de la galaxie. Les volumes sur le côté obscur, à proprement parler, ont également enrichi mes connaissances sur les anciens Sith. J'ai ainsi compris que je possédais tous les outils dont j'avais besoin pour élaborer mon propre pouvoir. Un système qui allierait politique contemporaine et idéaux Sith. Sous la tutelle de Dark Plagueis, j'ai hérité des archives des Sith, des enseignements denses transmis secrètement de maître à apprenti. Mais ce que j'ai surtout appris est que seule une poignée d'individus avait réellement plaidé la cause des Sith. C'est ainsi que je me suis donné pour but de retrouver leurs écrits les plus célèbres. Je ne me suis donc pas attelé à reprendre les articles erronés des chroniqueurs qui ont vécu des centaines d'années après eux, mais j'ai travaillé sur leurs parchemins d'origine, consignés de leurs propres mains. Avec la chute du temple Jedi, j'ai finalement retrouvé le dernier de ces documents, dont seulement des fragments de chacun d'eux ont survécu au temps. Ces pages font le lien entre l'un des premiers seigneurs Sith et le dernier d'entre eux. Si chaque auteur fait écho à sa manière à l'époque où il était au pouvoir, l'ordre des Sith a évolué pendant 7000 ans. Je ne commettrai donc pas les erreurs de mes prédécesseurs. Leur triomphe ne sera rien comparé à ma toute-puissance. Les nouvelles vérités. Chaque holocron que j'ai étudié et
chaque nouveau culte du côté obscur restitue les enseignements des Sith tels que présentés dans ces textes. Mais Sorzus Sin, Dark Bane, Mère Talzin et Dark Plagueis croyaient en une trop grande rigidité en leur propre dogme. S'ils avaient pu se rencontrer et échanger sur leurs croyances, ils se seraient trouvés peu de points communs. J'ai relié les pages récupérées des œuvres de ces grands seigneurs Sith. Ces reliques sont uniques et irremplaçables. Elles constituent le livre des Sith. La chronique de Sorzus Sin relate la montée en puissance de l'Empire Sith. Elle est de plusieurs milliers d'années, le plus ancien des textes. Sorzus Sin faisait partie des Jedi noirs condamnés à l'exil après leur défaite lors de la guerre contre les Jedi. Sin était particulièrement experte dans l'art de déformer la vie grâce à l'alchimie Sith. Les Jedi conservèrent ces pages sous la clé dans leurs archives, mais je les ai récupérées après le nettoyage de leur temple. Malheureusement, je n'ai pas réussi à retirer les annotations illisibles laissées dans la marge par Yoda et Mace Windu, les maîtres Jedi, lorsque ce texte était en leur possession. Les extraits du journal de Dark Malgus, rédigé pendant la Grande Guerre galactique, sont un exemple exceptionnel de la manière dont un guerrier blessé peut survivre s'il est porté par la fureur. La guerre fut un immense succès à l'époque du règne de l'empereur Sith, et Malgus était un de ses meilleurs soldats. J'ai obtenu ce texte il y a des dizaines d'années, auprès d'un antiquitaire, et l'ai récemment confié à Dark Vador. La règle des deux, érigée par Dark Bane, fut la clé de la voûte de l'ordre des Sith pendant des siècles. Il y a presque un millénaire de cela, la bataille de Ruusan aurait pu anéantir l'ordre des Sith si Dark Bane ne l'avait pas rebâti sous la forme d'une diarchie opérant dans l'ombre. Ces écrits furent intégrés aux archives des Sith et transmis de maître à apprenti. Pendant la guerre des clones, mon serviteur, le comte Dooku, partagea le livre avec le Jedi Quinlan Vos afin de le tromper. L'échec du comte Dooku n'a plus d'importance car mes soldats clones ont éliminé Vos en appliquant l'ordre 66. Les documents que j'ai retrouvés ont été rédigés par les Sith excepté le pouvoir originel, texte de Mère Talzin, une sœur de la nuit. Bien que ce texte expose la vénération incongrue de Talzin pour les esprits de la nature, il fait preuve d'un pragmatisme que j'admire. Pendant la guerre des clones, les sœurs de la nuit s'associèrent au comte Dooku. L'une d'entre elles, Asajj Ventress, servait le comte jusqu'à ce que je décide qu'elle devait être éliminée. Elle semble avoir ajouté son commentaire après avoir disparu sournoisement vers Dathomir. Un de mes inquisiteurs retrouva ce livre, tandis que j'étais parti attaquer la planète pour capturer les esclaves sensibles à la force. Mon maître Dark Plagueis se souvenait de ses propres rêveries sur ce qu'il croyait être la vraie nature du côté obscur. Bien qu'atteint d'une cécité incurable, il révolutionna le lien entre la biologie et la force chez les Sith. Les pages de ce texte portent encore les commentaires que j'ai écrits après avoir pris la place de Dark Plagueis comme maître et avoir fait mienne ses possessions. Les histoires des auteurs précédents ont pris fin, mais mon règne ne fait que commencer. En combinant les vérités essentielles du côté obscur trouvées dans ces textes, j'ai abouti à ce qui suit, le livre de la colère,
la faiblesse des êtres inférieurs et la manipulation de la vie. Ceci a permis d'approfondir la connaissance du côté obscur et de déterminer les tâches exigées pour mettre en place l'ordre des Sith. Exil, année 1, mois 3 et 4. Exil est arrivé. Je ne suis pas Sith. Je n'ai pas le même sang. Néanmoins, depuis que nous sommes arrivés parmi ces sauvages, nous sommes devenus leurs chefs, car ceux qui détiennent la force doivent toujours chercher le pouvoir. Nous avons pris leurs titres, adopté leur tenue et leurs traditions. Nous ne sommes plus les Jedi bannis par l'étreinte étouffante de la République. Nous sommes les Gen Jedi, les seigneurs des Sith. Nous sommes arrivés ici après la guerre de 100 ans, qui a presque fait basculer l'ordre Jedi. Les Jedi, si sûrs de leur triomphe, ne nous ont pas exécutés, pointant dans nos dos leurs sabres laser. Ils nous ont conduits sur les galions qui allaient nous emmener en exil, hors des frontières de la République. Nous étions 12, y compris plusieurs commandants haut placés. Le grand général Ajuntapal, Marchionnes Xoxan, le commandeur des Légions Noires, le baron Trépas, le seul amiral qui restait de notre flotte, Carnes Moore, dont les stratégies de bataille orientées sur la force nous avaient tiré d'affaire à Fluaka, et moi, Sorzus Sin, en charge des armes vivantes et des épidémies biologiques. D'autres Jedi noirs moins brillants n'étaient importants au sein de notre compagnie que du fait qu'ils n'avaient pas péri pendant la guerre. La guerre s'était déclenchée avec rage pendant un siècle entre le Conseil Jedi, guidé par une orthodoxie figée, et ceux qui voulaient les renverser. En tant que représentants des derniers survivants de ceux qui cherchaient une nouvelle voie vers le pouvoir, nous avons fini par être les victimes des excès militaires des Jedi au moment de la déroute de Corbos. Nos châtiments, pour cause de haute trahison, fut d'être bannis dans un espace qui n'existait sur aucune carte. Mais notre fuite vers l'inconnu n'était pas sans but. Pendant des années, j'ai glané des informations auprès de réfugiés ou à partir de rumeurs fichées, à la recherche de preuves de l'existence du royaume des Sith, les Sith au sang pur. Mes croyances se sont révélées exactes. Devant nous se trouve une étendue infinie de guerriers inébranlables et de richesses inexploitées de connaissances sur le côté obscur de la force. Le premier grand schisme. Nous allons bâtir le royaume du côté obscur afin de triompher du millénaire d'injustice. Je suis le chef légitime des Sith, car moi, seul, possède la curiosité de traduire leurs secrets et d'imaginer les conquêtes. Je prévois ce que peut devenir le grandiose empire Sith. Si Corbos a été la dernière bataille de 100 ans d'obscurité, le conflit a commencé avec le plus récent des grands schismes. Les historiens divergent sur le nombre de divisions qu'il y a eu au sein des rangs Jedi. Le nombre exact m'importe peu, mais à chacune de ces décisions, le Conseil des Jedi s'affaiblit, et la Force aussi. La bataille des 100 ans d'obscurité fut spectaculaire, bien que prévisible. Son but était de révolter contre la suffisance des Jedi. L'ordre des Jedi n'avait pas évolué pendant presque 20 millénaires. Même après la création de l'ordre à Titon,
Ses membres les plus curieux comprirent les défauts de leur maître, et c'est ainsi que le premier grand schisme commença. À cette époque, Xendor, un étranger cachimère, poussa plusieurs Jedi à interroger le côté lumineux, ou Ashla. Ils découvrirent l'utilité du côté obscur, ou Bogan, et ouvrirent les chaînes que leur maître Jedi avait placées sur la Force. Les disciples de Xendor, ceux qui croyaient en ses actes mais n'avaient pas ses capacités, devinrent ses acolytes, les légions de Leto. Bien sûr, les Jedi luttèrent. Ils luttèrent avec désespoir contre un futur dans lequel ils n'avaient aucun adepte. L'histoire raconte que Xendor et ses légions périrent à la bataille de Columus. Mais la tragédie du premier grand schisme fut que les Jedi n'en tirèrent aucun enseignement. Ils auraient pu épouser la cause du côté obscur et incarner le pouvoir central de l'Empire que ces légions voulaient bâtir. Au lieu de cela, ils reprirent leurs anciennes habitudes et se séparèrent de leurs membres les plus doués. Nous, les exilés, sommes les héritiers de l'hérésie audacieuse de Xandor. Les 100 ans d'obscurité, la guerre dans laquelle nous avons combattu et au cours de laquelle plusieurs de nos partisans ont trouvé la mort, aurait pu être évitée. Les Jedi ont déclenché le conflit pour nous empêcher de révéler la vérité sur la Force. Cela faisait une éternité qu'ils enduraient toutes sortes de difficultés, en nous risquant hardiment dans une vaste lutte pour la Force. Nous avons conquis des pouvoirs qu'aucun Jedi n'avait jamais possédés. La vie même était sous notre commandement. C'est moi qui ai conçu les Léviathans, grâce auxquels nous avons pu briser en éclats les barricades des Jedi à Balmorra. Je leur ai donné la capacité d'absorber les esprits et d'entreposer l'énergie de ces vies dans des poches de peau. Ces Léviathans, mes monstres exquis, furent le point culminant de toutes mes autres créations. Les Chamblères, les Olaires, les Pithorors, et l'objectif que je souhaitais atteindre entre tous. Les Jedi évitèrent ce pouvoir, tout comme ils ont lutté contre tout progrès. Ils ont déclenché le schisme dans leur propre rang, jusqu'à ce que nous anéantissions l'ancien ordre. Ce schéma se répéta à l'infini. Le fier peuple des Sith. J'ai conduit notre galion grinçant à travers le brise-lames de l'hyperespace appelé Caldera Stygienne, grâce au commandement de la Force. C'est pour cette raison que les navigateurs n'ont pas trouvé de voie exacte pour accéder à l'Empire des Sith, mais ont navigué à l'aveuglette. Ceux qui, comme moi, savent s'y prendre avec le côté obscur arrivent à sentir la direction. Nous avons atterri sur la planète Korriban, le monde qui hurle le plus fort pour ceux qui entendent la voix du côté obscur. C'est sur Korriban que les Sith au sang pur sont apparus. C'est ici que, dans la mort, ils reviennent souvent. Nous sommes sortis de l'exiguïté puante de notre prison interstellaire et sommes entrés dans la lumière d'un soleil peu familier. De majestueux tombeaux taillés dans les pierres de la planète nous entouraient. Le sable était jonché d'ossements ayant appartenu à des milliers de rois. En dépit de nos pouvoirs supérieurs évidents, les Sith ne nous ont pas acclamés comme des dieux à notre arrivée. Comprendre la structure du pouvoir au sein de leur culture l'a déstabilisé, et écraser leur roi en place nous a pris des semaines. Ajuntapal décapita Akagram Grosh, leur chef, et revendiqua le trône auprès de leurs ancêtres.
roi Hadas en tant qu'héritier par le lien du sang. C'est ainsi que nous devînmes les mains de l'ombre. À partir de ce moment-là, je n'eus d'autre but que de comprendre les Sith, leur empire et les trésors qui nous attendaient, peut-être, dans ce royaume. L'expérience de la flotte de Drepa s'avéra enfin utile, puisque nous réussîmes tous deux à dresser la carte des hypervoies locales. Ils s'étaient déjà montrés si talentueux pour défendre Corvus. Notre travail nous a permis d'identifier les voies dessinant des boucles dans l'hyperespace de la caldeira stygienne qui rassemble les planètes de l'Empire Sith. L'itinéraire de Nash Belfia relie Ziost, Car d'Elba, Relg, Kraïs et Korriban, les 5 mondes les plus sacrés pour les Sith. Ziost est, depuis la préhistoire, le cœur du royaume des Sith, au sang pur. C'est là que nous avons érigé nos propres palais pour régner tels les seigneurs Sith. Les Sith respectent le pouvoir et ils sont contents de nous servir. En fait, les Sith au sang pur sont des prodiges. Ces êtres sont guidés par la faim, la rage et le côté obscur. Bien que d'aspect humanoïde, leur peau résistante se décline entre les tons rouge feu et les noirs profonds. Leurs mains et leurs pieds sont dotés de griffes. 2 excroissances épaisses et charnues pendent de leurs joues ou de leurs mâchoires, et 2 autres dépassent de leurs tempes. Après de nombreuses expérimentations, je suis arrivé à la conclusion que leur sang est suffisamment semblable au nôtre pour que nous autorisions les croisements alchimiques. Je sais que Drepa a porté une fois son regard sur une prêtresse Sith. Il sera heureux d'apprendre que sa lignée survivra et, surtout, prospérera. Les Sith au sang pur sont doués dans le maniement de la force, mais ils ne nous valent pas. Ils sont ancrés dans le primitivisme alors que nous, jadis, étions les grands Jedi de la République. Ils ont découvert plusieurs secrets, dont certains étaient inconnus des autres individus de la galaxie. Mais la structure inébranlable de leur caste insuffle l'esprit d'obéissance et le sens de l'objectif, ce qui est tout à notre avantage, puisque nous les commandons. Le conseil Sith de Ziost a été constitué par ceux d'entre nous qui, outre un certain rang social, sont arrivés dans ce monde avec de l'ambition. Ajun-Tapal est notre seigneur noir, ou Jennari. Volontaire, son règne sera de courte durée. Nous sommes servis par leurs prêtres, les Kisai, qui sont venus nous vénérer comme si nous étions les demi-dieux. Ils considèrent Ajun-Tapal comme l'incarnation du Typhogène, le dieu gaucher, et sont ainsi faciles à convaincre pour obéir à nos ordres. Leurs ingénieurs, les Uguruk, sont loyaux, mais construisent beaucoup trop de tumulus et trop peu de vaisseaux de guerre. Il faut que je persuade Pal de réorienter les ouvriers, ou bien son titre lui sera retiré de force. Notre atout majeur, leurs guerriers, les Massassi, ce ne sont rien d'autre que des brutes musclées animées par un sentiment de conscience collective. On ne peut se passer d'eux. Néanmoins, il faut faire en sorte qu'ils se reproduisent davantage si nous devons nous venger contre la République qui nous a fuis et humiliés. Les esclaves, une cohue d'espèces diverses, sont méprisés de tous et qualifiés de crotus. Après avoir connu les stratagèmes de l'exclusion pour esclavage, au sein de la République, il est réconfortant de voir la faiblesse des êtres inférieurs s'imposer d'elle-même et être exploitée afin d'en tirer profit.
Les armes scythes. Bien que primitifs, les scythes au sang pur méritent le respect, non seulement pour leur talent relatif au côté obscur, mais également pour leur soif de guerre. La caste des Zuguruk a construit des machines destinées à tenir des sièges et a même mis au point des technologies susceptibles de fendre le cœur d'une étoile. Néanmoins, la plupart des luttes au sein du monde scythe ont lieu lorsque les combattants s'affrontent du regard avant d'échanger des coups. Leurs instruments de mort sont aussi admirables pour le travail artistique qu'ils représentent que pour leur efficacité létale. Les amulettes scythes. Si les armes de mêlée utilisées par les scythes sont portées par les Massassis, réputés pour leur brutalité, les amulettes exigent davantage d'habileté. De nombreux prêtres Kisai portent ces colifichets autour du cou pour renforcer leur lien avec le côté obscur de la force. Les amulettes de moindre importance peuvent former des boucliers de protection, panser les chairs blessées, affiner les cibles des batailles ou redonner de l'énergie aux muscles affaiblis. Parallèlement, les amulettes majeures sont précieuses et souvent uniques. Pour les utiliser, il faut d'abord maîtriser l'air enchanteur qui s'en échappe. Dans le cas contraire, on tombera pour toujours dans le côté obscur de la folie. J'ai pour mon propre compte acquis plusieurs de ces trésors. Cependant, ma soif est toujours inassouvie, car je sais qu'il y en a encore plusieurs enfermés dans les tombeaux de Korriban. Exil, année 2, mois 7 à 9. Les demeures du pouvoir. Les scythes au sang pur sont naturellement adeptes du côté obscur. Je dois insister sur ce fait car ce trait de caractère va nous rendre beaucoup plus forts pendant notre période d'exil que lorsque nous tenions notre rang précédent. J'ai toujours été du genre à courir après les rumeurs sur les mondes ésotériques et leurs trésors de la vie, mais je ne connais pas d'autres espèces comme eux. Les scythes ont eu des milliers de générations pour perfectionner les arts liés au côté obscur. Les ziggourats de pierre empilés et les flancs de montagnes taillés en forme de visage austère sont plus que les simples tombeaux des rois disparus. Lorsque l'on se trouve au croisement de ces monuments architecturaux mystiques, on ressent un souffle de vent et une décharge électrique. Les angles de ces mausolées aux énergies ésotériques de la force. Sur la planète de Korriban, où il n'y a rien d'autre que des tombeaux, même la poussière semble déclencher l'énergie de la force. La vallée de Golg est bordée de monuments qui étaient là longtemps, avant que les ailes ne marchent en Coruscant. Peu après nous être réinstallés à Ziost, je suis retourné à Korriban avec quelques prêtres et une importante escorte d'esclaves pour déceler les tombeaux. J'avais le sentiment que c'était le bon moment pour les piller. En pénétrant dans le premier édifice que nous avions choisi pour cible, le cloître de Bilius Dormant, j'ai remarqué que les couloirs grouillaient de lanceurs de fléchettes et qu'ils étaient bordés de colonnes s'effondrant au moindre pas. J'ai perdu une quarantaine d'esclaves, mais c'est à peine si leurs cadavres sembleront déplacés en cet endroit. Les tombeaux scellés contenaient les corps des seigneurs défunts, mais aussi ceux de leurs serviteurs momifiés par le désert. Après nous être introduits dans les corridors extérieurs, nous sommes arrivés au sanctuaire intérieur qui est renfermé au centre d'un point géométrique puissant, le sarcophage du grand souverain. Les holocroncytes. À la fin de notre 7e jour, malgré le nombre d'esclaves qui diminuait, nous pénétrâmes dans le sanctuaire de Sacrakla. Ce tombeau sacré n'avait apparemment pas été inquiété depuis qu'il avait été scellé plus de 10 000 ans auparavant.
Il regorgeait de merveilles. J'y ai trouvé des manuscrits détaillant l'alchimie scythe, puis le corps embaumé d'un Térantatèque. 6 esclaves supplémentaires sont tombés entre les mains d'un groupe avide de Tukata. Et le plus impressionnant de tout, j'ai découvert l'holocron du roi Nakru. Oui, les holocrons existent dans le monde des Sith. Les holocrons Sith, technologiquement identiques à ceux des Jedi de la République, sont plus perfectionnés vis-à-vis du côté obscur, ce qui les rend, au final, supérieurs. Les érudits savent qu'un holocron, une boîte à claire-voie pure comme le cristal, est capable de contenir un nombre pratiquement infini de données d'une grande valeur. Ces matrices peuvent coïncider uniquement via une application précise et compliquée de la force. Seul un utilisateur de la force peut accéder à un holocron complet. Pour naviguer dans les secrets d'un holocron, il faut parler à son protecteur. Le protecteur est un rappel holographique de l'inventeur de ce dispositif et il conserve un peu de l'esprit de celui-ci. Construire un holocron peut prendre des mois et un seul faux pas réduit ce dispositif à néant. Les Jedi aussi savent parfaitement cela. Je crois que les Sith au sang pur ont élaboré leurs premiers holocrons après avoir ravi le secret aux anciens conquérants extraterrestres, les Rakata. Les Jedi ont ainsi probablement, tout simplement, copié les Rakata. Mais les holocrons Sith sont différents et retors. Leur forme pyramidale non cubique leur permet de faire écho aux angles de la puissance que l'on retrouve non seulement dans les tombeaux Sith, mais aussi dans leur culture. Sur leur partie extérieure, ils sont ornés de hiéroglyphes et des chiffres stylisés formant des sceaux qui jettent des malédictions sur les fouineurs indignes. La partie centrale en cristal est fumée. C'est à la fois la source de puissance et le dépositaire des données du fantôme du protecteur. La pierre de couronnement doit être gravée par l'esprit de son créateur selon un des rituels de la force, le rite du commencement. Si l'on réduit la pierre du couronnement, le protecteur sera libéré, et il est sage de s'enfuir plutôt que de se trouver face à un spectre assoiffé de vengeance. La suite.